Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va détricoter le documentaire Netflix qui est paru le 8 mars 2023, 9 ans après la disparition du MH370. Alors pour résumer un peu, on a 3 épisodes, chacun s'efforçant de décrire une théorie. Le premier épisode est, je dirais, le plus factuel. On se concentre davantage sur la douleur des familles avant de relater la prise de contrôle par le commandant de bord. Cet épisode est bouleversant car une grande part est donnée à la détresse des familles avec une forme de voyeurisme qui est parfois à la limite du manque de respect. C'est émouvant, c'est dur. Le seul point dans cet épisode qui m'a dérouté, c'est quand il s'agit de la personne qui a étudié des images de Tom Node. Alors Tom Node, c'était une société qui avait mis à disposition des images satellites de la mer de Chine pour que n'importe qui puisse les étudier et faire remonter s'il voyait des débris. N'importe qui, c'est bien là le problème. Alors, ce n'est pas méchant ce que je vais dire sur la personne qui est interviewée dans le documentaire, mais quand on regarde ce qu'elle voit sur les images, moi je suis époustouflé que Netflix ait accordé de l'intérêt à un tel amateurisme. Les gens y voient ce qu'ils ont envie d'y voir. Quand on regarde certaines images du documentaire, je suis désolé, mais l'identification qui est faite de certaines parties d'un Boeing 777 me laisse vraiment perplexe. Là où ça en est même risible, c'est tant est que l'on puisse dire cela ici, c'est quand on voit ce dessin d'un Boeing 777 vu de face pour accréditer une soi-disant pièce de l'avion. Soyons un minimum sérieux. On a une image satellite prise depuis l'espace, donc pratiquement à la verticale, et on a cette personne qui arrive à voir un avion de face. Comment peut-on accorder du sérieux à ce genre de choses dans un tel documentaire? Alors, je suis convaincu de la bonne foi de cette personne, mais quand même. Sinon, c'est globalement objectif jusqu'à la fin de cet épisode, lorsque Jeff Wise laisse entendre que le MH370 pourrait être une déclaration de guerre en lien avec le MH17, l'avion abattu au-dessus de l'Ukraine. Mais pour cela, il faut attendre le deuxième épisode pour avoir un peu plus d'informations. Dans le deuxième épisode, c'est là que les choses commencent à virer dans le fantasque. Tout l'épisode est consacré à décrédibiliser l'enquête, mais aussi les déclarations officielles, pour arriver à la théorie de Jeff Wise, un détournement par les services secrets russes. Il fallait bien faire apparaître le méchant russe dans ce contexte de retour de guerre froide. Je m'attarderai plus longuement tout à l'heure sur les aspects techniques qui rendent justement ce scénario de Jeff Wise totalement impossible. Le troisième épisode est lui consacré à la théorie de Florence de Changy qui a fait un buzz avec son dernier livre que j'ai d'ailleurs bien détricoté à sa sortie en vidéo. Je vais donc redire ce que j'ai déjà dit dessus avec des éléments supplémentaires. Et moi ce qui me choque dans ce documentaire, c'est le parti pris qui est donné à deux journalistes dont les théories sont parfaitement démontables, comme je vais vous le prouver dans cette vidéo. Aucune de ces théories n'est abordée sous l'angle technique, je dis bien aucune. Tous les faits sont remis en cause au seul motif que l'on n'a pas retrouvé l'avion. Un peu trop facile. Bref, c'est un florilège de démonstrations complotistes avec en prime une déformation phénoménale des faits. On attendait quand même autre chose de la part de Netflix. Le public doit savoir tout ce qui est volontairement ignoré et déformé dans ce documentaire et c'est l'objet de cette vidéo. On va commencer par la théorie de Jeff Wise. Beaucoup de choses montrent que Jeff Wise n'a rien compris aux données d'Inmarsat. Alors faudrait peut-être qu'on lui fasse un cours. Alors, ce n'est pas grave, je vais vous le faire rapidement ici. Comment sait-on que l'avion a pris la direction vers le sud de l'océan Indien? Bien parce qu'un paramètre enregistré par Inmarsat permet d'avoir une idée, je dis bien une idée, de la direction qu'avait l'avion au moment de la transmission. C'est ce qu'on appelle le BFO. J'ai déjà expliqué ce paramètre dans une vidéo dédiée, donc je vous laisse vous y référer pour plus de détails. Pour simplifier, le BFO est un écart de fréquence calculé par l'avion pour envoyer son message au satellite. Il nous renseigne sur la vitesse avec laquelle l'avion se rapproche ou s'éloigne du satellite. À partir de la vitesse de rapprochement que l'on retrouve en interprétant le BFO, on a une grossière idée de la direction de l'avion. Mais pour affiner cela, il faut connaître la vitesse seule de l'avion. Problème, sans radar, impossible de le savoir. C'est pourquoi les ingénieurs d'Inmarsat ont dû faire l'hypothèse de plusieurs vitesses et altitudes
pour voir les trajectoires que ça donnerait. Rien que là, il est facile de comprendre pourquoi on n'a pas une trajectoire précise. La position finale est donc très imprécise. Jeff Wise s'interroge sur le fait que l'avion ne se trouvait pas là où le disaient les données. Ben oui, mais pourquoi? Là encore, Jeff Wise n'a pas compris un autre point fondamental de la façon avec laquelle la zone de recherche a été définie. La dernière position que l'on obtient avec ces données Inmarsat, c'est le 7e arc, ce n'est pas l'endroit où l'avion s'est écrasé. C'est l'endroit où il a émis son dernier message au satellite. Qu'ont fait ensuite les enquêteurs à cet endroit? Ils ont fait l'hypothèse que personne n'était aux commandes. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen et le plus simple de déterminer la trajectoire en chute libre de l'avion et de délimiter ensuite une zone de recherche plus réduite. Sinon, on était à plus de 1 million de kilomètres carrés. C'est totalement inexploitable avec des moyens et un coût raisonnable. Donc si on n'a rien trouvé, ne faudrait-il pas se poser la question de « et s'il y avait quelqu'un aux commandes ?» avant de laisser entendre que les données seraient fausses? Là encore, cela montre une certaine étroitesse d'esprit de la part de Jeff Wise. Autre point sur lequel s'interroge Jeff Wise, la coupure et le rallumage du SATCOM. Au point de se poser la question si les données Inmarsat n'avaient pas été inventées, voire falsifiées. Alors là où je suis d'accord avec Jeff Wise, c'est qu'il est vrai qu'il n'y a pas de bouton on-off du SATCOM dans le cockpit. Mais Jeff Wise ne se pose à aucun moment une question essentielle. Et si la coupure de l'alimentation du SATCOM était due à la perte d'alimentation du bus électrique sur lequel est branché le SATCOM? C'est la première question que l'on doit se poser pour tenter de trouver une explication techniquement valable. C'est ce que ferait n'importe quel enquêteur aéronautique digne de ce nom. C'est justement ce que j'avais fait lors de mon enquête. Autre sous-entendu, le fait qu'on n'ait pas retrouvé l'avion ne veut absolument pas dire que les données soient fausses. Il faut les comprendre pour comprendre pourquoi ça n'est pas aussi simple. Ensuite, la soute électronique que l'on appelle la Main Equipment Center dans l'avion, la MEC ou MEC. C'est la soute électronique dont parle Jeff Wise dans laquelle on peut, selon lui, couper le SATCOM. En fait, cette théorie, c'est une théorie de l'équipe française Capsio, que j'avais déjà démontée par le passé. Oui, c'est possible, mais cela est extrêmement complexe et sous-entend une technicité bien particulière. Mais il est faux de dire que l'on peut couper ce système que depuis cet endroit. 2 boutons dans le cockpit peuvent le faire et c'est ce que j'ai déjà prouvé. Mais alors, le clou du spectacle, c'est que l'on puisse prendre le contrôle complet de l'avion depuis la soute à équipement et même de pouvoir le piloter. Alors là, c'est assez énorme. Avant d'aller aussi loin dans l'exagération que l'on a dans ces propos, il faudrait déjà considérer que tout le monde dans l'avion serait suspect. Or, cela requiert des compétences bien au-delà de celles d'un pilote, mais surtout, aucun passager n'a été identifié comme ayant une telle compétence. Pas même le soi-disant ingénieur aéronautique dont on a parfois parlé est suspecté d'avoir hacké le boîtier SATCOM à distance depuis le siège passager juste en dessous. Là encore, une théorie très bancale. Jeff Wise soupçonne que quelqu'un dans l'avion aurait modifié les données Inmarsat depuis la soute électronique. On ne peut pas dire une connerie aussi énorme. Les données Inmarsat de BTO sont indépendantes de l'avion. Elles ne peuvent en aucun cas être manipulées depuis l'avion. Pourquoi? Parce que le BTO est directement lié à la distance à laquelle se trouve l'avion par rapport au satellite au moment de la transmission. On ne peut pas falsifier cette donnée car c'est en fait le temps qu'a mis l'avion pour répondre au satellite. En clair plutôt, le temps qu'a mis le message pour passer de l'avion vers le satellite. C'est comme ça qu'on en déduit la distance. Impossible de falsifier cette donnée depuis l'avion. Quant au BFO, le deuxième paramètre d'Inmarsat, il est fonction de plusieurs paramètres de vol de l'avion, à savoir la vitesse et la trajectoire. Alors là, oui, elles peuvent être impactées depuis l'intérieur de l'avion, je suis d'accord, puisque si l'on change la vitesse et la route de l'avion, alors on modifie le BFO. Les paramètres utilisés pour la navigation de l'avion sont récupérés par le SATCOM pour calculer la fréquence de réponse du signal qui est envoyé vers le satellite. Le BFO est directement lié à cette fréquence.
On ne peut pas faire voler l'avion dans une certaine direction et faire croire au SATCOM que l'avion volerait dans une autre. C'est totalement impossible et c'est totalement aberrant. Je suis atterré de voir un tel niveau de méconnaissance technique de la part de Jeff Wise. Je m'attendais à plus de sa part. On a un journaliste qui, une fois de plus, monte des scénarios sans même comprendre les paramètres techniques de cette affaire. C'est tellement facile de ne pas faire l'effort de comprendre, mais pour balancer des âneries pareilles en public, pas de problème. Faire croire que l'avion aurait volé vers le nord au lieu du sud est techniquement impossible. Jeff Wise donne ici un énorme mensonge au public. Son explication alternative est techniquement fausse et impossible à réaliser et le public doit le savoir. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait en plus faire apparaître la Russie. Le méchant russe de la guerre froide est de retour. Y voir un lien avec le MH17 est purement un fantasme délirant, mais certains y sont sensibles, car le fait que la Malaysian Airlines se perde 2 avions en l'espace de quelques mois est forcément suspect. Les complotistes ont du grain à moudre, c'est certain. Laissons-les à leur délire. Qu'il y ait eu 3 Russes à bord du MH370, c'est forcément suspect donc. Et en plus, il y en avait un qui était soi-disant pas loin de la Mecque, la soute à équipement. Accéder à cette Mecque aurait été tout sauf discret. Le parallèle qui est fait avec l'invasion de la Crimée en 2014 et le fait que la disparition du MH370 aurait servi à détourner l'attention des médias relève d'un délire complètement farfelu, d'un journaliste en mal de scénario sensationnel. Décortiquons maintenant un peu les coquilles qu'il y a justement dans ce scénario, parce que vous allez voir qu'il y en a. Tout d'abord, l'ouverture de la trappe vers la soute à équipement. Ça a l'air tellement facile dans le documentaire. Et personne ne voit cette personne accéder à cette trappe. Ensuite, la connexion au système, juste par un simple câble, pour prendre le contrôle de tous les systèmes de l'avion. Ce qui est là est impossible. Il n'y a pas d'accès de ce genre sur les boîtiers dans la soute à équipement. Cela montre que Jeff Wise n'a absolument pas regardé dans les manuels du Boeing 777 comment sont faits ces équipements. Ce sont des racks avec des boîtiers branchés dessus. On ne se branche pas de la sorte. Mais moi, ce qui m'étonne, et ça on n'en parle absolument pas, c'est le piratage qui aurait eu lieu pile poil, comme par hasard pile poil, au moment où l'avion change de fréquence avec le contrôle aérien. À un moment où l'équipage n'est en contact avec aucun contrôleur. Quel sacré hasard! Et le gars, dans la soute, coupe toutes les radios, le transpondeur, le SATCOM, et en plus il arrive à piloter l'avion. Mais est-ce que Jeff Wise se rend compte de la sophistication d'un tel acte? C'est visiblement pas du tout. D'autant plus que vu le tracé radar du demi-tour de l'avion ne peut pas avoir fait ce demi-tour en pilote automatique, mais en pilotage manuel en actionnant le manche depuis le cockpit. Impossible de reproduire un tel virage aussi serré dans un temps aussi court avec un ordinateur comme on le voit dans le documentaire. Et en plus, j'ai dit juste avant qu'on ne pouvait pas connecter un ordinateur de la sorte dans la soute. Cela sous-entend aussi que les pilotes n'auraient pas pu reprendre le contrôle de l'avion, car tout leur aurait été confisqué. Surprenant, car il y a un bouton dans l'avion qui permet de déconnecter tous les automatismes et de revenir à un pilotage plus basique. C'est le bouton qui est au-dessus de la tête du commandant de bord, qui s'appelle le Primary Flight Computers, et ce qu'on l'on place sur disque pour déconnecter en fait les ordinateurs. C'est la première chose que ferait un pilote dans une telle situation, où il ne maîtrise plus son avion. Mais ça, Jeff Wise ne doit pas le savoir ou considère que ça aussi, ça a été piraté. Ensuite, le gars qui est dans la soute électronique dépressurise l'avion. Là, il faudrait qu'on m'explique comment il continue à respirer dans cette soute, car il n'y a aucun masque à oxygène. Aucun. En plus, il modifie les données Inmarsat. Dans ce cas, j'aimerais que Jeff Wise m'explique comment il modifie le BTO, parce que c'est totalement impossible depuis l'avion, comme j'ai expliqué précédemment. Bref, c'est du délire total. Oui, il y a une vulnérabilité technique potentielle dans cette soute électronique. Mais tout ce qui est décrit par Jeff Wise dans ce documentaire est une pure fiction, impossible à réaliser en réalité. Le problème, c'est que le public n'a pas le recul ni les connaissances pour se rendre compte qu'on essaie de lui faire avaler une énorme couleuvre. C'est pour cela que j'essaie ici de rétablir certaines vérités. Dans le documentaire, Mike Exner, qui est un membre de l'Independent Group, est le seul capable de contrebalancer techniquement ce qu'avance Jeff Wise.
Le problème, c'est qu'on ne lui laisse absolument pas la possibilité d'expliquer pourquoi. On ne veut visiblement pas qu'il explique pourquoi. Peut-être que l'on juge que les explications seraient trop complexes pour le grand public, ou plutôt que l'on ne veut pas qu'il les voie au chapitre. L'exclusion de Jeff Wise de l'Independent Group le fait passer ici pour la victime afin d'accréditer son discours dans ce documentaire et fait passer l'Independent Group pour un groupe de vendus à la cause américano-malaisienne. Même le directeur de la cellule de crise de la Malaysian Airlines dit que c'est impossible de piloter l'avion depuis la soute à équipement. Mais bon, à écouter les arguments du documentaire, on ne pourrait pas lui faire confiance s'il fait partie de cette machination. Alors pourquoi les journalistes de Netflix ont-ils décidé de laisser Jeff Wise exposer cela dans cet épisode? Parce qu'ils l'ont jugé utile pour instiller encore plus de méfiance à l'égard de la version officielle, et donc que cela discrédite encore plus l'enquête officielle. C'est uniquement dans ce but. Ce n'est pas ce que j'appelle un travail journalistique de qualité. J'appelle ça du journalisme de comptoir et ça n'a rien à faire sur Netflix. Tout cela pour dire au final que l'on peut couper tout depuis cette soute, quel délire. Son scénario ne permet pas d'expliquer la disparition de l'avion. L'idée prétendant que les données Inmarsat permettraient de suivre les avions est fausse. Elles permettent seulement d'établir une liaison entre l'avion et le satellite. De la même manière qu'un téléphone portable borne sur une antenne relais. C'est exactement le même principe. Je suis totalement d'accord avec Dickinson d'Inmarsat. L'idée d'avoir anticipé que l'on puisse essayer de localiser un avion avec ces données n'est pas crédible. Ça n'avait jamais été fait par le passé. Pour la petite histoire, lors de la disparition de l'Air France 447 en 2009, seul le BTO était enregistré dans les logs de communication. Ce n'est qu'à la suite de cet accident que les ingénieurs d'Inmarsat avaient jugé utile d'enregistrer aussi le BFO, en se disant ça aurait pu servir peut-être pour le Air France 447. Sans BFO enregistré, il aurait été impossible de savoir si l'avion avait pris la direction du sud ou du nord dans l'océan Indien, et on aurait encore plus été dans le flou. Alors Florence de Changy intervient là aussi pour mettre encore plus de doutes, notamment en posant la question de pourquoi aucun débris n'a été retrouvé. Elle aussi, il faudrait qu'on lui fasse un cours sur les BTO et les BFO. Elle pointe du doigt le fait que le commandant de bord a vite été considéré comme le potentiel méchant de l'histoire par les autorités malaisiennes. Là encore, faudrait qu'elle regarde le discours des autorités et notamment toutes les conférences de presse, parce que ce qu'elle laisse entendre est totalement faux. J'ai récupéré lors de mon enquête plus de 95% des conférences de presse en vidéo que les autorités malaisiennes avaient données. Jamais les autorités n'ont suggéré une quelconque implication du commandant de bord de manière directe. Jamais. Même encore aujourd'hui. Ensuite, de dire que les médias étaient hostiles au commandant de bord. Oui, il est vrai que les médias ont recueilli des témoignages qui, contrairement à ce qu'elle affirme dans ce documentaire, ne donnent pas une image aussi lisse du commandant de bord. Je trouve cela hallucinant de passer sous silence des témoignages aussi troublants que ceux de la propre fille du commandant de bord, ou encore du cousin du commandant de bord. Là encore, j'encourage le public à aller vérifier par lui-même car on retrouve ces articles de presse sur internet assez facilement. Ou encore, cette relation extra-conjugale qu'il entretenait avec une femme membre du parti politique dont il était adhérent. Cette personne s'est exprimée publiquement, a été entendue par les enquêteurs, mais a toujours refusé de révéler la teneur de certains de leurs échanges ou de leurs relations. Le commandant de bord était un proche également d'Anwar Ibrahim, qui, la veille de la disparition, venait d'être condamné par la justice pour des raisons assez obscures qui relèvent davantage de tensions politiques avec le pouvoir en place. Certains y voient une volonté possible dans le détournement de l'avion afin de protester contre ceci. Ça n'est pas si évident que ça. Je suis d'accord, toutefois, avec Florence de Changy que rien ne permet de suspecter qu'il ait pu avoir des penchants extrémistes, ce qui concerne le commandant de bord. Mais quand on met tout bout à bout, ce n'est pas ce que j'appelle une personne totalement insoupçonnable. Surtout si on y ajoute les faits techniques dont on dispose et qui montrent que l'on a affaire à quelqu'un qui connaissait très bien l'avion. Si ça n'est pas une preuve, c'est en tout cas suffisamment intriguant. On ne peut pas écarter cette possibilité aussi facilement que l'affirme Florence de Changy, qui se garde bien de citer ce que je viens de vous dire ici. Et il y a d'autres éléments troublants sur lui que je n'ai même pas cités ici. Bref, tout est balayé d'un revers de la main, sans même se pencher sur le moindre fait technique. Le directeur de la cellule de crise ne voit pas non plus le commandant de bord coupable. Les autorités ne voudraient-elles pas refuser de le voir coupable?
La Malaysian Airlines n'a-t-elle pas failli dans le suivi psychologique du commandant de bord? Il est quand même toutefois surprenant qu'il y ait un trou de 6 ans dans son dossier médical, une information que l'on tire du rapport de police qui a fuité. Sur tous ces points, on peut en débattre. Mais pour cela, il faut planter les faits dont on dispose, particulièrement sur le pilotage et la coupure des systèmes. Car si l'on regarde cela sous cet angle, il est évident que la personne aux commandes avait des connaissances poussées de l'avion. Et ça, il faut avoir la franchise de dire que ça réduit fortement la liste des suspects à bord de l'avion. On va parler un peu à présent de l'intervention de Ghislain Wattrelos, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans l'avion. Comme il dit, on nous demande de croire n'importe quoi. Je ne suis pas de cet avis. Il faut comprendre que les autorités n'avaient pas toujours de réponse à apporter aux journalistes, et ne les ayant pas, avec le temps qui passait en plus, cela fait passer les autorités pour des personnes qui veulent cacher la vérité. Je ne suis pas de cet avis. Pour avoir étudié le discours officiel des conférences de presse, je peux affirmer que les autorités ont été relativement transparentes compte tenu des éléments dont ils disposaient à l'époque. Même si, je pense, que tout n'a pas été dit sur le commandant de bord, notamment en ce qui concerne l'enquête de police. On évoque également dans le documentaire la source de Ghislain Wattrelos qui serait connectée au service secret. Soi-disant une personne haut placée, on ferait pas mieux pour ajouter une dose supplémentaire de complot dans le documentaire, qui lui aurait révélé que les Américains seraient impliqués avec 2 AWACS, des avions radars, qui surveillaient la zone au moment où l'avion avait disparu. Alors, quand j'étais encore en contact avec Ghislain Wattrelos, il m'en avait parlé, mais je n'avais pas réussi à trouver la moindre preuve de ce que cette personne affirmait, et contrairement à ce que Florence de Changy affirme, j'émettrais des réserves sur le fait que cette personne soit vraiment ce qu'elle prétend être auprès de Ghislain. Ghislain a été approché par de nombreuses personnes, et il s'en était d'ailleurs ouvert à moi, sur pas mal. Des personnes peu scrupuleuses allant jusqu'à lui demander de l'argent pour révéler où étaient les passagers qui étaient soi-disant en vie. Le public n'imagine pas le nombre de personnes mal intentionnées ou prétendant savoir la vérité qui ont contacté Ghislain. C'est là qu'on se rend compte que l'être humain est vraiment bas dans sa bassesse. C'est vraiment grave. Bref, moi j'ai beaucoup de mal à croire ce témoignage sur les AWACS. Ghislain cherche justement à savoir la vérité. Il cherche juste à trouver cette vérité. Et j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour l'aider. Je ne suis pas convaincu que toutes ces théories délirantes l'aident vraiment. C'est hallucinant de voir à quel point certains journalistes peuvent influencer des familles de victimes à ce point. Et Florence de Changy a énormément influencé Ghislain Wattrelos, de ce que j'ai pu constater ces dernières années surtout. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de l'informer le plus objectivement possible. Quand Florence de Changy a publié son 2e livre, j'avais fait une étude exhaustive de tout ce qui était écrit et corrigé beaucoup de choses de ce livre. Avant même de m'exprimer publiquement pour démonter tout son argumentaire, j'avais transmis à Ghislain toutes mes notes sur le livre, et je l'avais prévenu que j'allais être très critique envers cette théorie, mais aussi envers les arguments qu'elle avançait. Malheureusement aujourd'hui, le fait que je me sois attaqué de manière aussi directe et franche l'a amené à douter de moi, considérant que j'essayais de cacher la vérité en dénigrant Florence de Changy. Dommage. Il a peut-être perdu la personne la plus objective et prudente qui essayait de l'aider. J'avais même passé plus de 4 heures avec ses avocats il y a à peu près 6 ans pour essayer de l'aider comme je pouvais. Mais bon. On va aborder maintenant le 3e épisode qui est consacré à l'autre théorie, celle de Florence de Changy. Et je pense que ceux qui ont suivi mes vidéos savent déjà ce que j'en pense. Tout d'abord, les débris, notamment le fait que ce soit Blaine Gibson qui en ait retrouvé plusieurs. C'est forcément suspect pour certains. Donc, c'est un espion russe pour Jeff Wise. Ah, je suis d'accord que ça peut interpeller, mais le coup de Blaine Gibson, espion russe, on s'enfonce encore plus dans l'absurdité. Et on lui trouve maintenant des liens avec la Russie, après l'avoir soupçonné d'avoir été un membre de la CIA. Ils sont trop forts ces journaleux. On tombe vraiment dans le pathologique. On a le sentiment que l'imagination de certains journalistes est sans limite. Même pour Ghislain Wattrelos, c'est étonnant que ce soit Blaine Gibson qui trouve régulièrement des débris. Certains sont allés jusqu'à soupçonner Blaine de planter les débris pour cacher la bavure américaine et faire croire que l'avion était bien dans l'océan Indien. Maintenant, c'est un espion russe.
Je n'ai pas vraiment d'avis sur ce Blaine Gibson, mais de là à être aussi diffamatoire, il y a quelque chose qui me dérange. Je soupçonne davantage Blaine Gibson d'avoir souvent organisé certaines découvertes qu'il avait faites auparavant et de les avoir retardées pour les faire avec des journalistes pour que ça soit plus médiatique. Mais ça n'est que mon point de vue. Tout le but est ici d'instiller encore des doutes sur la viabilité des débris et de faire croire qu'ils auraient été placés là volontairement. Bref, on prépare le terrain à Florence de Changy. Et la question que je pose, c'est et le flaperon? Ça n'est pas Blaine Gibson qui l'a trouvé pourtant. Et comment expliquer sur ce flaperon les coquillages qu'il y a dessus qui ont mis plus de 12 mois pour atteindre la taille adulte, comme l'explique un rapport français qui a été publié sur l'étude des crustacés. Bizarrement, tous ces rapports sont volontairement omis de ce documentaire. Quel manque total d'impartialité. Florence de Changy n'apporte aucun crédit à ce que Blaine peut trouver. On sait de toute façon le crédit qu'elle accorde à beaucoup de choses dans cette affaire. On va parler un peu maintenant du flaperon. On parle beaucoup de la plaque qui est manquante. Mais les suppositions de Florence de Changy ne sont pas suffisantes pour justifier l'absence de cette plaque. Ce que Florence de Changy n'explique pas, c'est que la majorité des pièces de ce flaperon ont des numéros génériques. C'est-à-dire que toutes les pièces de ce flaperon, pratiquement, ont les mêmes numéros de série, quel que soit l'avion auquel ils sont destinés. Tous les flaperons ont ces mêmes numéros, sauf l'une d'entre elles, parce qu'elle provient potentiellement, c'est une idée que je lance, d'un sous-traitant différent ou lié à une nomenclature peut-être plus spécifique. Ça peut s'expliquer. Le fait que le numéro soit écrit à la main sur le document qui a été retrouvé chez CASA ne prouve absolument pas la falsification. D'ailleurs, sur le document en question, ce n'est pas le seul numéro qui est écrit à la main. Il apparaît en fait que c'était une procédure habituelle à l'époque en 2001. Parce qu'il faut revenir en 2001 à la date de fabrication de la pièce, où les processus en tout cas, n'étaient pas encore totalement informatisés chez CASA. Mais ça, encore, ça a peu d'importance. Le but, c'est d'instiller encore plus de doutes et de méfiance. De toute façon, la méfiance de Florence de Changy est systématique partout. L'avis de Guillain concernant la peinture et le fait que ce soit le seul crash dans le secteur, c'est pourtant suffisant pour moi de considérer que ce flaperon a appartenu au MH370. Pas pour Guillain, mais bon. Concernant les recherches, pour Guillain Watrelot, il n'y avait aucune chance qu'il trouve l'avion. Oui, à l'époque. J'étais assez peu optimiste aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Comment chercher le long du 7e arc, en ayant considéré que personne n'avait piloté l'avion à la fin? Alors oui, je considérais que c'était peu probable qu'on le trouve. Mais Guillain, lui, pense que l'avion n'est même pas dans l'océan Indien, ce qui est déjà bien plus radical. On parlait un peu du simulateur du commandant de bord qui a été retrouvé à son domicile. Il dit que les disques durs ont été saisis par le FBI. On va dire quelque chose, rétablir une vérité, c'est faux. Ce n'est pas le FBI qui a saisi le simulateur chez le pilote, mais c'est la police malaisienne. Ce qui est exact toutefois, c'est que la Malaisie a demandé l'assistance du FBI. Ça c'est exact. Que le FBI ait eu l'info avant tout le monde, comme le dit Guillain, je ne suis pas du tout d'accord. Pour Guillain, les États-Unis sont donc impliqués. Là où je suis d'accord, c'est que le FBI pourrait coopérer et dire ce qu'ils ont fait sur ce simulateur. Ça aurait au moins le mérite de faire taire toutes ces rumeurs. Des Américains qui mènent l'enquête soi-disant dès le lendemain, j'ai eu beau chercher ce qu'avait pu me dire Guillain là-dessus, je n'ai jamais trouvé le moindre élément qui l'atteste. Malheureusement, on découvre que les collaborations judiciaires ne se passent pas toujours de manière optimale entre certains pays. Et le MH370 n'est pas un exemple isolé. Les médias en auraient soi-disant parlé 2 ans après. Là encore, ça n'est pas exact. Ça a été abordé déjà à l'époque de la disparition, et la participation du FBI n'a jamais été cachée par les autorités malaisiennes. Ce qu'affirme aussi Guillain, c'est le fait que soient impliqués les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, et que ça a tout verrouillé. Trop facile selon moi de considérer cela, mais c'est son avis. Pour moi, on a une enquête qui implique trop de pays, et dont certains n'ont même pas pour habitude de coopérer. Prends la Chine, les États-Unis, et aucun ne parlerait. Si ça avait été un complot de ce genre, ça aurait craqué depuis longtemps, c'est évident. Blaine Gibson, sur la fin du documentaire, a raison sur ce point, je partage tout à fait son point de vue.
Pour Mike Exner, le membre de l'Independent Group, c'est bizarre qu'une trajectoire du simulateur finisse dans l'océan Indien avec un fuel à zéro. C'est ce qu'ils ont trouvé dans le simulateur. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une pièce du puzzle parmi d'autres, à l'encontre du commandant de bord. Florence de Changy dit que l'avion a survolé plusieurs espaces aériens. C'est exact, à un détail près. L'Australie, non. L'avion n'a jamais pénétré l'espace aérien australien. Les zones qui sont affichées dans le documentaire et qui montrent ces images ne sont pas des espaces aériens, ce sont des SRR, des Search Rescue Regions, ce sont des zones de recherche maritime. Ce n'est pas la même chose. Donc vous voyez, on voit déjà qu'elle ne sait pas non plus là-dessus de quoi elle parle. Le fait que certains pays n'aient pas fourni d'images de leur radar peut aussi s'expliquer dans certains cas. L'Australie, c'est normal, aucun radar ne pouvait voir l'avion aussi loin des côtes. À l'exception potentiellement du Jorn, qui est un radar transhorizon, mais il n'était pas actif et n'était qu'à l'état expérimental à l'époque. Ce n'est pas un radar qui est utilisé pour la surveillance de l'espace aérien. Par contre, dans le détroit de Malacca, j'ai déjà soulevé cette problématique, et c'est d'ailleurs moi qui avais fait remarquer à Ghislain Watrolo que certains radars indonésiens auraient été en mesure de voir l'avion. Mais la collaboration de ces pays voisins n'est pas idéale et ils ne veulent pas fournir des informations venant de leur radar militaire, au risque potentiellement de dévoiler certaines de leurs capacités, ou peut-être que certains étaient tout simplement éteints cette nuit-là. Mais dans un cas comme celui-là, je suis d'accord qu'on devrait pouvoir mettre de côté ce genre de choses, et collaborer peut-être plus efficacement. Ghislain dit que c'est au bout d'1 semaine que les autorités ont dit que les radars militaires avaient vu l'avion traverser la Malaisie. Faux, faux, faux. Allez voir les conférences de presse que j'ai publiées en vidéo. J'en ai assez de répéter ça et d'entendre toujours la même chose, que ce soit de Florence de Changy, de Ghislain Watrolo, c'est totalement faux. Ça a été évoqué dès le 2e jour en conférence de presse. Et même le samedi 8 mars, en fin de journée, dans un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre. Alors quand ils disent pourquoi ils n'ont pas la preuve, parce qu'en fait, le contact radar, c'est un contact radar primaire uniquement, c'est-à-dire uniquement la masse métallique. Et que sans le transpondeur qui a été coupé, on ne peut pas l'identifier formellement. Voilà pourquoi. Et en tant que contrôleur aérien, je suis d'accord avec les autorités sur ce point. Et je suis d'accord avec la prudence qu'ils ont eue là-dessus. Et pourtant, ils ont quand même ouvert une zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie à partir de ces données-là, dès le 2e jour. Donc faut arrêter de dire des bêtises, ils n'ont pas attendu 1 semaine pour parler de ce demi-tour ou des données radar. Allez voir mes conférences de presse, allez voir la conférence de presse du 9 mars, vous avez le général de l'armée de l'air malaisienne qui vous parle de ces données radar. Donc au bout d'un moment, j'en ai assez d'entendre ce genre de choses qui sont totalement fausses dans des documentaires, quoi. Le survol de la base aérienne de Butterworth. Ça interpelle Florence de Changy, ça n'est pas normal. Oui, c'est une base qui est commandée par les Australiens. Oui, et alors? Je vois pas trop le rapport. Oui, elle a été survolée. En France, il y a des bases aériennes qui sont survolées tous les jours et toutes les nuits par des avions de ligne. Pourquoi il n'y aurait eu aucune interception cette nuit-là? Bien, une explication qui est toute simple. Parce que les militaires ne surveillaient pas leur espace aérien à ce moment-là et que le contrôle aérien ne les avait pas informés de la situation. Tout simplement, pas besoin d'aller voir plus loin. Les exercices militaires, là aussi, je vais encore rétablir certaines vérités. Ce que dit Florence de Changy là-dessus est totalement faux. J'y ai d'ailleurs consacré une vidéo complète pour parler de ces 2 exercices. L'un des exercices était d'ailleurs terminé depuis plus d'1 semaine et l'autre ne commençait que 2 jours plus tard. Donc le jour J, il n'y avait aucun exercice, contrairement à ce qu'elle dit. Quel défaut d'enquête et de sincérité de la part de la journaliste, encore une fois. Alors, je ne doute pas qu'elle se soit suffisamment renseignée pour savoir que les dates des exercices ne collaient pas. Donc dire une telle chose relève du mensonge. Selon elle, la zone étant étroitement surveillée, ce n'était pas crédible que l'on perde de l'avion dans cette zone. Si, c'est parfaitement crédible. La personne responsable de ce détournement, parce que oui, il s'agit d'un détournement, avait très bien préparé son acte et a fait en sorte de suivre les routes aériennes pour ne pas éveiller les soupçons des militaires qui étaient les seuls à pouvoir voir l'avion sur leur radar primaire, mais sans pouvoir l'identifier. Et à 1h du matin, l'attention des militaires est au plus bas. La preuve
Ils ne l'ont pas vu en temps réel. Ils l'ont vu le lendemain matin quand ils ont regardé les enregistrements radar. Alors pour Florence de Changy, Inmarsat est forcément suspect. Alors oui, Inmarsat fournit énormément de services aux États-Unis, mais ça n'est pas une raison de penser qu'il y a une couverture pour autant. L'avion n'a jamais fait demi-tour pour Florence de Changy. C'est totalement ridicule. On a les tracés radar, et elles correspondent à la reconnexion satellite 1 heure plus tard. Mais bon, ça, on balaye, tout est faux, hein, visiblement. Le chargement de fret qui n'est pas scanné. Ce que laisse entendre Florence de Changy, c'est qu'on a mis dans l'avion un chargement non inspecté. Sauf que c'est totalement faux. Voici un extrait d'un rapport dont Florence de Changy se sert pour dire que le chargement n'a pas été scanné. C'est la page 104 du rapport factuel publié 1 an après la disparition de l'avion. Mais ce qu'elle omet volontairement de dire, c'est ce qui est écrit dans ce paragraphe. Le chargement a été inspecté visuellement avant d'être scellé puis chargé. C'est pourtant dit. Donc j'en ai assez, mais vraiment plus qu'assez d'entendre cette version complètement fausse des faits. Le fait qu'il n'ait pas été scanné est parfaitement normal. Et là-dessus, la réglementation a été respectée. C'est ce qui se passe tous les jours. Si je prends l'exemple du catering, c'est-à-dire les plateaux repas qui sont livrés dans les avions, ces plateaux repas sont inspectés physiquement, visuellement, avant de sortir de l'usine. Ensuite, tout est fermé dans les trolleys, c'est verrouillé également avec des scellés. Et quand ça arrive à l'aéroport, on les ouvre pas, on les scanne pas. Si les scellés sont en place, il n'y a aucun souci. Et ça va à l'avion sans être scanné. C'est des pratiques qui se passent tous les jours dans tous les grands aéroports du monde. Et c'est tout à fait normal. Donc ça montre que Florence de Changy ne retient qu'une phrase qui l'attire, mais par contre, la phrase qui était la plus importante en fait, qui permettait de contrebalancer ce qu'elle disait, visiblement, elle l'a pas lu. Voilà. Mais encore mieux, dans l'extrait de la vidéo que l'on a de ce documentaire, il est clairement écrit qu'il a été physiquement inspecté. Donc regardez cette image, lisez ce qui est écrit en anglais, voilà, comme quoi on ne dit qu'une partie de la vérité, et c'est cela qui me dérange. On ne dit que la partie qui arrange ici pour encore instiller du doute. D'où sort cette théorie de technologie de drone furtif évoquée ici, ou d'autres types de chargements, qui serait à l'origine du détournement de l'avion ou du fait qu'il aurait été abattu. En fait, d'une équipe d'enquêteurs indépendants, mandatés par Guylain Watrelot, et dont ni Guylain ni Florence de Changy ne considèrent qu'ils sont fiables. Et pourtant, on retient le scénario qui a été donné par cette équipe d'enquêteurs indépendants. Donc ça veut dire que là, pour ce coup-là, c'est fiable, mais tout le reste, c'est pas fiable. Oui, on y voit un petit peu ce qu'on veut. Moi, je m'interroge. Florence de Changy dit que les États-Unis ont découvert qu'il y avait ce chargement à bord. Alors, quand on revient dans son livre, elle dit que ce sont justement les Américains eux-mêmes qui auraient envoyé ce cargo à des fins d'espionnage vers la Chine, mais que la Chine l'aurait su et qu'ils auraient voulu empêcher qu'ils en prennent possession. Bref, j'ai vraiment l'impression qu'on a une journaliste qui change de version. J'adore cette constance. On va parler des 2 AWACS. La source de Guylain serait, de Florence de Changy, qui va lui donner une information supplémentaire, serait un ancien de l'US Air Force, et affirmerait que les AWACS auraient des capacités de brouillage phénoménales. Alors quand on regarde un petit peu ce que dit Florence de Changy, un peu partout, alors je crois que dans son livre, elle dit que c'est une personne qui travaille à l'ambassade américaine. Dans une autre interview, elle dit que c'est un ancien militaire. Alors on parle de quoi? Un ancien militaire dans une ambassade? Bon. Je peux comprendre qu'elle protège ses sources. Ce n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette soi-disant capacité de brouillage phénoménal des AWACS. C'est tout simplement faux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Il y a une confusion, en fait, avec un système qui a commencé à être installé dans les AWACS américains à partir de 2012, lors d'un rétrofit de ces avions, c'est-à-dire une mise à jour. C'est un équipement de guerre électronique. Ah, on a dit guerre électronique. Ah. Le problème, c'est que parfois, quand on parle de guerre électronique, certains, même les militaires, qui ne sont pas forcément coutumiers de ces technologies, pensent tout de suite qu'il s'agit de technologies de brouillage. Or, ce n'est pas un système de brouillage qui a été installé à bord de ces AWACS, mais un système de localisation des émetteurs radar, ce qu'on appelle l'ESM. Et c'est tout de même un équipement de guerre électronique. Donc, Madame de Changy,
quand on passe des informations, ça serait bien d'aller vous renseigner avant de balancer des théories comme ça sans avoir vérifié. Autre chose qui m'interpelle, comment le MH370 aurait-il pu recevoir l'ordre des AWACS de se dérouter si les communications étaient aussi brouillées comme elle le prétend? Sur quelle fréquence était-il en contact avec l'AWACS? Sur la fréquence du contrôle aérien? On n'a aucune trace. Ça se serait entendu. Sur la fréquence de détresse 121.5 que tous les avions de ligne veillent, bah là aussi, ça se serait entendu. Tous les avions dans le secteur auraient entendu la prise de contact entre l'AWACS et le MH. Et le contrôle aérien aussi, vu l'altitude à laquelle il était. Donc on n'a personne qui aurait entendu ces échanges. Sur des fréquences radio qui sont totalement brouillées. Moi je vois ça, bah désolé, moi je me pose vraiment la question de l'amateurisme de cette enquête. Ça ne marcherait pas, hein, clairement. Et en plus, ça sous-entendrait que le SATCOM aurait aussi été brouillé. Bref, elle ne se rend pas compte que cela requiert de brouiller des spectres de fréquences très différents et dans des directions très différentes à chaque fois. Sa théorie est complètement farfelue et elle ne marche pas. On voit qu'elle n'y connaît rien à l'aviation, ni aux équipements militaires, ni à comment fonctionne le brouillage de type militaire. Un brouillage, ça ne fait pas disparaître un avion des écrans radars comme si ça le rendait furtif. Ça crée du bruit, qui le masque dans du bruit. C'est tout sauf discret, ça se voit sur les radars. Et tout cela aurait été en plus déclenché dans une fenêtre de moins d'1 minute, lors du transfert radio, pendant que le pilote changeait de fréquence pour contacter le Vietnam. Waouh! Quel timing! Bref, moi je me pose beaucoup de questions hein, quand je vois tout ça. Du point de vue professionnel, j'ai été contrôleur d'interception dans l'armée de l'air, je peux vous dire que je vois toutes ces incohérences et je saute au plafond quand je vois tout ça. Et on continue avec l'interception. C'est un point que j'avais tout de suite dénoncé quand Florence de Changy avait publié son livre et pour cause. Comme je l'ai dit, j'étais contrôleur aérien dans l'armée de l'air et sur la fin de ma carrière, j'étais même spécialisé dans les interceptions. Donc il y a plein de choses fausses qui, moi, me sautent aux yeux. Tout d'abord, la vitesse des AWACS. Elle est incompatible avec un Boeing 777. Un AWACS peut voler maximum à Mach 0.78. Et le Boeing 777 en croisière, il volait à Mach 0.84. Cela signifie que si vous interceptez le Boeing 777 avec un AWACS, eh bien il sera impossible pour l'AWACS de le suivre. Ils auraient été incapables de le suivre jusqu'à la frontière chinoise. Ils se seraient fait constamment distancer par l'avion. Donc la théorie de Florence de Changy qui dit qu'ils auraient accompagné l'avion et qu'ils dégagent au dernier moment, ça ferait un moment que les AWACS auraient été largués par le 777, hein, je peux vous l'assurer. Donc ce qu'elle raconte, elle dit que le Boeing aurait été abattu par un missile ou une collision. Ah tiens, c'est nouveau ça. J'adore voir comment elle change son scénario, parce que dans son livre, ça n'était pas du tout ce qu'elle disait. C'était encore plus délirant, il était abattu par une arme laser. Mais bon, visuellement, on ne parle plus d'arme laser. Hein. Alors, comme elle dit, tout ne se tient pas dans son scénario. Ouais. Ça ne l'empêche pas pour autant de continuer à déballer ce scénario complètement débile. C'est elle qui l'a fabriqué, cette version délirante. Tout cela pour démontrer quoi? Que la version officielle n'est pas crédible? Ben, c'est se donner beaucoup d'imagination pour ça. Hein. On a Mike Exner qui dit que Jeff et Florence de Changy distraient notre attention. Ben, c'est parfaitement vrai. Même si cela a convaincu des familles comme Guylain Watrelot, cela ne rend pas la théorie plus crédible pour autant. Mike Exner dit que ces gens ne comprennent pas vraiment les faits et les données. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je dirais même que cela montre encore plus leur incompétence. Mais quand on s'attaque à ce qu'ils disent, on est vite désigné comme malhonnête ou même suspect. Aujourd'hui, Guylain Watrelot ne m'écoute plus parce que j'ai eu l'outrecuidance de critiquer le livre de Florence de Changy et de critiquer systématiquement ce qu'elle pouvait dire en public. Et pourtant, quand j'avais fini de lire le livre, comme j'ai dit, je lui ai communiqué toutes mes notes pour l'expliquer en détail avec les éléments techniques et preuves à l'appui, avec des conférences de presse notamment. Pourquoi ? Je l'en ai informé et que j'allais justement réagir vigoureusement avant de publier ma vidéo. Aujourd'hui, il s'interroge davantage sur mon action à démonter ces théories et notamment mon passé militaire qui semblerait suspect forcément. On préfère donc croire une journaliste qui n'a aucune connaissance technique aéronautique et qui préfère tout simplement ignorer les données techniques parce qu'elle considère qu'elles sont fausses ou trafiquées. C'est quand même hallucinant de voir cela. Quelle belle manière de mener une enquête,
Moi, ça me laisse sans voix. En ce qui concerne les accusations d'Inmarsat, c'est trop facile. Surtout de la part de personnes qui ne comprennent même pas comment elles fonctionnent et les limitations inhérentes. Voire même qui ne font même pas l'effort de comprendre ces données, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Les gens qui vous mettent ces scénarios dans ce documentaire Netflix ne sont pas légitimes pour dire que les données ne sont pas valides. Comme dit Blaine Gibson, ça va à l'encontre de toutes les preuves que l'on a. Quand il dit que tous ces pays impliqués ne sont pas amis, et qu'il y en aurait forcément un qui aurait parlé, je suis à 100% d'accord avec lui. On ne se fait pas de cadeaux entre pays comme ça. Oui, c'est bien triste que certaines personnes aient perdu toute objectivité. Je comprends Ghislain Wattrelos, c'est bien le seul que je peux excuser dans cette affaire, car ce qu'il a traversé est horrible. Ce que des gens lui ont fait miroiter et espérer est indécent. Parmi toutes ces théories, toujours plus farfelues et excentriques, il a choisi cette position. C'est son choix. Mais il est de mon devoir de dire quand certaines de ces positions ne correspondent pas avec les faits. Le public a le droit d'avoir une information plus factuelle et rationnelle, et c'est le devoir de professionnels de l'aérien de répondre à ce qui est de leur domaine de compétence. Trop de gens refusent de critiquer ces positions complotistes et cela me révolte. On doit informer le public et les familles. On leur doit un travail sérieux et rigoureux pour tenter de répondre à leurs questions. Et quand on n'est pas en mesure de répondre, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire « je ne sais pas » ou « on ne sait pas ». Parce qu'on ne doit pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. On se doit d'être franc et prudent dans l'interprétation des données. Ça a toujours été ma position envers Ghislain Wattrelos, parce que j'ai toujours considéré que je lui devais cette sincérité. Quand des données dans des rapports étaient incohérentes, ou que je n'étais pas d'accord, je lui ai toujours dit, mais j'ai toujours mis les réserves qui allaient avec à chaque fois. Libre à lui ensuite d'en faire ce qu'il voulait, de me croire ou non. J'ai beaucoup aimé la phrase à la fin de Peter Froley. Un avis, c'est comme un trou de balle, on en a tous un. J'adore cette phrase. Le problème dans ce documentaire, c'est qu'on se focalise justement trop sur les avis des personnes qui sont invitées dans ce documentaire, et dont certains n'ont même pas la compétence pour déchiffrer des aspects techniques essentiels, et même qui ne font même pas l'effort de les comprendre. Et c'est ça qui est problématique. Je sais que l'on va dire que ma réaction est la preuve que ces théories dérangent, ou que le fait d'être ancien militaire est la preuve que l'on veut étouffer toutes ces théories parce qu'on se rapprocherait de la vérité. En fait, c'est tout le contraire. Les gens doivent comprendre que ce genre d'enquête, c'est complexe, que cela demande des connaissances, des compétences, du temps. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Les données satellites, il m'a fallu plusieurs mois pour les comprendre et saisir les différents paramètres et leurs limitations. Les recherches en mer, j'ai pris 2 mois à étudier la propagation des ondes acoustiques, parce que quand on doit l'expliquer, il faut déjà maîtriser un minimum le sujet. Mais surtout, comprendre pourquoi ça n'est pas aussi simple de trouver cet avion. Le public a tendance à surestimer nos capacités technologiques. Et c'est à nous de leur expliquer que certaines choses ne sont pas aussi évidentes que ce que l'on peut voir dans les films d'Hollywood, et qu'il faut parfois redescendre sur Terre, et accepter d'être plus humble devant nos limitations. Mais contrairement à certains, qui ont un avis tout fait, j'ai fait cet effort de m'intéresser, de découvrir, de m'instruire, d'apprendre, pour tout simplement comprendre. Force est de constater que Jeff Wise et Florence de Changy n'ont pas fait cet effort. Et pourtant, c'est à eux que l'on donne la parole, c'est à eux que l'on donne une tribune mondiale sur Netflix. Alors je ne suis pas jaloux, hein. Personnellement, je n'ai jamais cherché la gloire, la notoriété ou le profit dans cette affaire. D'ailleurs, qui se fait le plus d'argent dans cette histoire? Qui vend le plus de livres? La réalité est que le nombre de livres vendus ne fait pas toujours la qualité. Je préfère que mon livre se vende moins, mais être honnête et objectif dans ce que je dis. Comme Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, je ne le fais que parce que j'espère aider les familles et réussir à convaincre les autorités de reprendre les recherches, parce que la seule chose qui nous anime, c'est la vérité. La vérité. C'est bien de cela qu'il s'agit ici. Avec ce documentaire, elle est bafouée. Et c'est ça qui me révolte et me fait sortir de ma retenue. Rétablir les faits, rétablir certaines vérités, ou du moins celles que l'on connaît. N'est-ce pas ça qui devrait être le plus important? On doit apporter des réponses aux familles. On ne doit pas accepter que de telles théories se répandent avec de tels documentaires. Et je suis également révolté de constater qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels,
pilotes, contrôleurs, ingénieurs d'aéronautique, qui s'élèvent devant autant de délire. Rétablissons la vérité, trouvons cet avion, et que l'on mette fin à ce carnage médiatique qui oublie toute rationalité. Avec la parution du livre de Florence de Changy, j'avais décidé de sortir de ma discrétion pour pointer du doigt toutes ces dérives. En tant que professionnel de l'aérien, on se doit de recentrer ce débat sur les faits. On ne peut pas tolérer que les faits soient autant déformés de la sorte. Qu'une journaliste française publie de fausses informations était déjà une honte pour la France. Mais l'internationalisation de ce travail bâclé de journalistes est une honte pour tout le système aéronautique dans son ensemble. Tout ce qui ressort, c'est qu'on ne veut pas savoir. Alors j'espère que d'autres professionnels de l'aérien comme moi sortiront de leur mutisme et dénonceront ces théories scandaleuses et appelleront à ce que l'on reprenne les recherches pour faire taire définitivement ces rumeurs qui viennent de personnes qui n'y connaissent rien en aéronautique. J'espère que des enquêteurs, que ce soit ATSB, BEA français, AIB britannique, le NTSB américain, réagiront, car c'est extrêmement méprisant. Les gens, pour la très grande majorité qui travaillent dans ces organismes, veulent améliorer la sécurité et veulent savoir la vérité, parce que permettre aux familles de faire leur deuil, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, ça j'en suis convaincu. Ces journalistes laissent clairement entendre que ces gens ne veulent pas savoir, et c'est une insulte à leur travail. C'est inadmissible. Je finirai par dire une chose très directe. La place de ces théories, c'est dans les chiottes. Et il y a juste à tirer la chasse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, j'essaie d'y répondre tant que je peux. Je n'ai pas les réponses à tout. Mais il était important que vous sachiez un petit peu tout ce qui était faux dans ces documentaires et que je puisse passer ce coup de gueule, parce qu'au bout d'un moment, de voir toutes ces théories exposées au grand jour qui ne tiennent pas techniquement, c'est fatigant. À bientôt!